Kadar, alors vous allez nous présenter votre livre aujourd'hui? Oui, la littérature en thérapie, l'écriture des femmes de Bangladesh. Il y a à l'intérieur, mais publié le On va parler d'un autre livre de Madame Edia Kadar, voilà, qui vient nous rejoindre. Bonjour Madame. Edia Kadar, vous êtes universitaire, chercheur en littérature. C'est un livre très complet que vous publiez, Littérature en thérapie, expérience littéraire des femmes du Maghreb chez l'Harmattan. Vous vous êtes appuyé sur les théories de Boris Cyrulnik sur la résilience, ainsi que sur Alexandre Geffen, sur la réparation du monde, pour rendre de la dignité aux femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche et nous expliquer ce que vous entendez par littérature en thérapie? C'est celui-là, c'est celui-là. Donc voilà, c'est un livre donc c'est un livre qui parle de littérature en thérapie, c'est un peu comme l'art-thérapie, mais appliquée au domaine littéraire. Et j'ai essayé à travers ce livre, en m'appuyant sur les théories de la résilience et sur la littérature contemporaine telle qu'elle est définie par Alexandre Geffen, qui n'est plus une littérature qui cherche uniquement de l'esthétique, mais qui cherche à réparer, qui cherche à guérir, qui cherche à retrouver une esthétique, qui cherche à retrouver une part de soi. Et là, j'ai réuni un ensemble de travaux que j'ai effectués pendant plusieurs années à l'université dans un groupe de recherche sur les femmes. Et un fil conducteur est apparu, justement, c'est celui de la thérapie. Alors évidemment, c'est pas l'approche littéraire n'est pas unique parce que je n'ai pas travaillé uniquement sur les ouvrages, les romans, etc. Mais j'ai réuni toutes sortes de d'écrits, c'est-à-dire la poésie, le roman, l'essai, les chants, les blogs, des écritures politiques. Et à partir de là, j'ai trouvé ce fil conducteur à travers cette littérature, qui est une littérature qui cherche vraiment à réparer et surtout à donner une voix aux femmes, telle que définie Asia Djebar et même Maïssa Bey, rompre les silences qui sont autour des femmes depuis des siècles, parce que c'est depuis des siècles une question qui est restée complètement en dehors de toutes les querelles, qu'elles soient littéraires, religieuses ou toutes sortes de schismes. La question de la femme est restée complètement écartée jusqu'à la période de la Nahda. Et c'est grâce à la littérature maghrébine de langue française, que on arrive à partir du XXe siècle à entendre ces voix des femmes. C'est la raison pour laquelle, avant de parler de ces voix de femmes, vous nous faites entendre des voix d'hommes qui racontent les femmes. Ce sont des voix d'hommes occidentaux qui ont un regard sur les femmes maghrébines. Oui, tout à fait. J'ai commencé justement par cette littérature des voyageurs, une littérature qui véhicule une image des femmes, qui est celle des femmes qui sont derrière les barreaux, des femmes qui sont complètement
qui n'arrivent même pas à voir, mais dont ils parlent sans même les voir. Et là, quand justement les femmes maghrébines ont commencé à lire ces textes, elles ne se reconnaissaient plus. De la même façon, quand on lit l'histoire telle qu'elle a été écrite par les Arabes, notamment la grande histoire de Michel, etc., eh bien, il n'y a pas de place pour les femmes. Les femmes n'existent pas. Alors, elles commencent à se demander si les femmes ont une histoire, si les femmes existent quelque part sur cette planète. Donc, c'est à partir de là que beaucoup de questions vont être posées et vont chercher des réponses. À partir de quel moment les femmes maghrébines passent-elles du statut d'objet à statut de sujet, c'est-à-dire qu'elles parlent, elles écrivent sur leur vie, sur ce qu'elles vivent? Voilà, c'est à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, donc le premier texte c'est 1947-50, et elles commencent à dire « je ». Donc à partir de ce moment-là, elles commencent à parler de leur quotidien, de leur vie, de ce qu'elles savent, et puis après, elles vont poser des questions à l'histoire, à la religion, à la sexualité, à toutes sortes de questions, jusqu'à MeToo. Hein. Justement, vous parlez de MeToo et de liberté, finalement. Vous écrivez que le récit féminin au Maghreb est avant tout un regard posé sur soi, qui révèle ce que des siècles d'histoire ont occulté, puisque toute connaissance de la femme passe par le récit masculin. Oui, justement, on a toujours connu les femmes par le récit masculin, et à partir de cette littérature donc maghrébine, cette émergence de la littérature maghrébine francophone, on commence à entendre les voix des femmes. Et à partir de là, bon, c'est vrai qu'il y a eu des grandes femmes qui sont en arabe surtout, des grandes poétesses, etc. Mais ça reste vraiment des individus, alors que là c'est un mouvement collectif qui intéresse toutes les femmes, qui s'adresse aux femmes, qui cherche à donner une voix aux femmes. C'est des voix même aux femmes qui sont occultées justement. Alors, Edia Kadar, vous citez Assia Djebar, évidemment, pour qui écrire en français est un voile, une nouvelle aliénation. Vous la citez. J'ai utilisé jusque-là la langue française comme voile, voile sur ma personne individuelle, voile sur mon corps de femme, je pourrais presque dire voile sur ma propre voix. Et après avoir cité Jacques Derrida, vous estimez que la langue française devient le lieu de rencontre ou de duel du moi intime avec le moi culturel. Est-ce que vous pouvez développer ce sujet? Oui, justement. Alors, Assia Djebar, qui a été une des premières à aller à l'école, et c'est son père qui la prend par la main pour l'emmener à l'école, alors que quand elle rentre à la maison, c'est vraiment la vie traditionnelle, les femmes ne lisent pas, elles connaissent rien. Et elle se rend compte qu'à partir du moment où elle commence à écrire en langue française, depuis son premier texte, La Soif, jusqu'à ses voix qui m'assiègent, etc., la langue française, elle va l'utiliser comme un voile. Justement, elle va utiliser la langue française comme un voile, c'est-à-dire qu'elle va se protéger par cette langue pour dire ce qui est indicible, ce qu'elle ne peut pas dire dans sa propre langue. Et puis après, elle se rend compte que cette langue française, évidemment, ne lui permet pas de tout dire. Par exemple, le langage de l'amour, des choses qu'elle n'arrive pas du tout à exprimer. Et après, elle va d'ailleurs, je ne sais pas, dans le texte que j'explique, qu'elle devient la langue marâtre. C'est complexe, c'est-à-dire la langue française va être à la fois libératrice, mais en même temps aliénante. Et vous écrivez que les femmes du Maghreb qui ont fait l'histoire sont nombreuses, toutefois il n'y a pas trace d'elles dans les sources historiques arabes. C'est pour cela que l'apport de Fatima Mernissi est essentiel. Ah oui, tout à fait. Fatima Mernissi et Assia Djebar aussi. Fatima Mernissi va essayer d'abord de voir l'histoire des femmes avant l'islam. Donc, elles avaient un statut très particulier. C'était des guerrières, c'était des femmes qui étaient presque une sorte de matriarcat. Et puis comment, après l'islam, elles sont devenues invisibles. Même à la mort du prophète, on ne les voit pas. On voit les hommes en train de comploter pour la succession, mais
les femmes qui veillaient le corps du prophète, on n'en parle pas, il n'y a rien dans les textes. Et elle va essayer de relire ces textes et de donner une place aux femmes. De la même façon qu'Essia Djebar va écrire les sultanes oubliées. Et il y a des sultanes dont on ne parle jamais dans l'histoire, dans les grandes histoires arabes, on n'en parle pas. Et elle va écrire, elle va redonner vie à ces femmes politiques, justement, qui ont existé et dont l'histoire, évidemment, les ignore. Finalement, ce que vous nous dites, c'est que cette littérature féminine au Maghreb, elle est très jeune, elle est très récente, Oui. et elle est encore en train de s'écrire, puisque vous avez analysé des textes très contemporains. Oui, tout à fait. C'est une littérature, d'ailleurs, comme je le dis à la fin, c'est une thérapie en cours, elle n'est pas encore finie. Il y a encore beaucoup à faire, il y a encore beaucoup à découvrir, il y a beaucoup de choses pour arriver à beaucoup de liberté, de dignité. C'est encore du travail à faire. C'est une littérature qui se cherche, qui est évolutive. Donc c'est pour ça que je parle de thérapie évolutive, parce que ce n'est pas fini. Mais ça se fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que chacun apporte une pierre. Et alors ce qui est intéressant, c'est que l'histoire, comme elle n'a pas été écrite, maintenant les femmes qui font l'histoire, on l'a vu par exemple dans la décennie noire, par exemple, les femmes, elles vont lutter par le kalam, par la parole, par l'écriture, parce qu'elles ne pouvaient pas sortir et lutter dehors. De la même façon, pendant le Hirak, c'est pareil, elles vont lutter sur le terrain, mais par les chants, par leur voix. Et de la même façon, en Tunisie, par exemple, les femmes vont lutter également en essayant de travailler sur les blogs ou alors au Parlement. Et elles écrivent tous les débats, elles laissent des traces. C'est elles qui écrivent l'histoire. Elles font l'histoire et elles écrivent l'histoire. Après les grandes pionnières que sont Assia Djebar, Fatima Mernissi qu'on a évoquées, quelles sont les autrices que vous nous conseillez de lire aujourd'hui qui sont, je dirais, dans ce récit de l'intime, dans ce récit de la liberté? Oui, alors il y a plusieurs textes qui sont intéressants, notamment les textes qui ont été écrits, par exemple, le Vendredi, le livre sur les chants des femmes pendant le Hira. Il y a le texte de Monia Jemaï qui a écrit un livre très intéressant et qui vient de sortir un second maintenant sur la parole d'une femme qui a subi l'inceste. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'osait jamais dire. C'est un peu dans la mouvance de MeToo, et c'est quelque chose qui dévoile justement les problèmes sexistes, les problèmes, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de... Et puis il y a toute cette littérature politique aussi. Ces écrivaines qui participent au débat, par exemple sur l'égalité homme-femme. Par exemple, quand il y a eu la révolution du jasmin, on voulait mettre dans la Constitution que les femmes sont complémentaires des hommes et non pas égales. Et alors là, elles vont participer au débat et elles vont tout enregistrer. Et si elles n'avaient pas enregistré, eh bien, on aurait oublié, puisque les hommes, en écrivant l'histoire, ils ne parleront pas de ça. Mais c'est elles font et elles écrivent l'histoire. C'est ça que je trouvais important. Puis sur le plan religieux aussi, ces questions qui fâchent. Elles relisent les textes religieux, elles relisent les hadiths, elles se rendent compte que tout ce qu'on inflige aux femmes, eh bien, c'est une vue masculine de la religion. Il y a une interprétation masculine Voilà. de l'islam, c'est ce que vous nous dites. Voilà, c'est un peu exactement. tabou ce que vous écrivez. Oui, bah, c'est pas moi. Moi, je lis les auteurs. C'est par exemple Fadel Amrabet, écrit des questions qui fâchent. Olfa Youssef fait une psychanalyse de l'islam, Latifa Lardar en Tunisie aussi, elle fait un travail de spécialiste. Elles vont étudier les textes presque à la loupe pour dévoiler que ce ne sont pas, sinon c'est une interprétation masculine. Et donc, vous parlez aussi des femmes et la guerre d'Algérie. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est un livre extrêmement riche.
une belle approche de la littérature maghrébine, vue sous l'angle des femmes, avec notamment la première partie qui concerne le regard colonial. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a beaucoup de textes que je ne connaissais pas et que vous analysez. Je trouve que c'est une mine d'informations, ce livre. Donc, Edia Kadar, merci mille fois d'être venu nous parler de votre essai. Je rappelle qu'il s'appelle « Littérature en thérapie, expérience littéraire des femmes du Maghreb ». C'est publié chez l'Harmattan. Et puis, dans quelques minutes, vous serez à la table de la librairie pour dédicacer votre livre. Excusez-moi, pardon. Je suis en train de filmer, pardon. Ah, peut-être. Son livre est là. Voilà. Non, taxi, elle veut. Taxi. Non, 2 Deuxième Y. C'est à la tunisienne. À la tunisienne. Ah oui, c'est vrai. On écrit comme ça. C'est vrai, vous en dites, c'est secret. Mais Surtout la Guadeloupe.